Bonsoir, bienvenue à tous. Nous sommes le mercredi 10 novembre. Je vous donne les titres de votre journal. Christian Bourquin est le nouveau président de la région Languedoc-Roussillon. Il a été élu ce matin pour succéder à Georges Frêche, décédé le 24 octobre dernier. Et puis on voit à l'image le débat que nous avions tout à l'heure sur ce plateau pour les élections à la Chambre de commerce et d'industrie entre Gabriel Deloncle et Rudy Jovino. On a inversé les titres, bien sûr. Ici les images de l'élection ce matin de Christian Bourquin à la présidence de la région Languedoc-Roussillon. Et puis Equisud, c'est parti pour 5 jours dédiés à la fête du cheval au Parc Expo et à l'Arénard. Et puis nous avons sur ce plateau Jean-Louis Roumégas. Bonsoir, monsieur Roumégas, vous êtes le leader des Verts en Languedoc-Roussillon. Vous souhaitez réintégrer la majorité municipale à Montpellier, voire plus loin, réintégrer l'agglomération de Montpellier. Vous nous expliquerez votre position. Et puis il y a également une actualité au niveau national chez les Verts. Et je vous donne non pas un résultat sportif, en tout cas un score à la mi-temps. Montpellier, le MHSC, mène pour l'instant 1-0 face à Lille. On est en coupe de la Ligue, en quart de finale de Coupe de la Ligue de football. On commence donc ce journal avec l'élection de Christian Bourquin ce matin à la présidence de la région Languedoc-Roussillon. Une élection précédée par un hommage appuyé à Georges Frêche, le président décédé le 24 octobre dernier au sein même de ce concert régional. Un hommage et une élection en présence de la veuve du président décédé, Claudine Frêche, et Julie Frêche, une des filles du président Georges Frêche. Le portrait de ce dernier était installé au pied de l'hémicycle et une minute de silence a été observée. Christian Bourquin devra donc abandonner son siège de président du Conseil général des Pyrénées-Orientales. Il a été élu ce matin par 44 voix pour 10 à Stéphane Rossignol de l'UMP, 10 à Franck Jammet du Front National et 3 à Annabelle Brunet pour l'Union centriste. Résumé de la matinée avec Alexandre Grelier. Les normes de suffrage exprimés 67, la majorité absolue 34. Ont obtenu Bourquin Christian 44 voix. Il est un petit peu moins de 11h ce matin et le nouveau président de région savoure son triomphe avec tout de suite la volonté de rassurer sur la continuité qu'il représente par rapport au précédent président. Je le dis tout net, avec toute l'admiration et l'indéfectible affection qui me lie à lui, je ne saurais rivaliser avec cet homme d'exception. Devenu aujourd'hui président de la région Languedoc-Roussillon, je souhaite, avec vous et en équipe, inscrire mon action dans sa continuité. La continuité donc, mais aussi l'unité avec les adversaires d'hier. Deux aspects que Christian Bourquin avait voulu mettre en avant dès son arrivée dans l'hémicycle, un peu avant 10h. Georges Frêche nous a appris à travailler en équipe. Et aujourd'hui, on a cet héritage en main. C'est bien la preuve que Georges Frêche n'était pas un autocrate et qui nous a habitués à travailler en équipe pour que la succession se passe ainsi. Aussi bien, rapidement, limpidement. Et vous le voyez, on est tous ensemble. Pas du tout d'état d'âme à avoir. Vous savez, nous sommes dans une démocratie. Le Christian Bourquin donc, a été désigné et donc nous serons bien sûr tous à ses côtés. Je crois que c'est pas suffisant. Ce qui est important, c'est d'être dans la continuité de l'œuvre du président Georges Frêche et nous ferons tout en sorte que nous soyons non seulement à la hauteur, que les engagements soient respectés par rapport à la population du Languedoc-Roussillon. La gauche s'est donc présentée unie ce matin pour cette élection. Il valait mieux car il y avait 3 autres candidats, la Front National Franck Jammet, la centriste Annabelle Brunet et l'UMP Stéphane Rossignol. Mais au final, pas une voix n'a manqué au nouveau président. Et comme son prédécesseur l'avait fait en avril dernier, Christian Bourquin a immédiatement proposé aux membres de l'opposition d'intégrer la commission permanente. Nous espérons que l'opposition pourra aussi avoir toute sa place et que la majorité lui laissera la place qui est la sienne. C'est-à-dire qu'on ne sera pas non plus dans l'opposition systématique totale et que nous attendons de la part de la majorité, là aussi, lorsqu'il y aura de notre part des propositions qui vont dans le sens de l'intérêt général, qu'elles puissent être retenues. Après l'unité affichée au niveau régional, reste à Christian Bourquin à rassurer la direction du PS. Lors de la conférence de presse qui a suivi la séance plénière, le nouveau président de région s'est montré confiant quant à sa capacité à renouer avec Solferino. Les semaines à venir diront si c'est juste une vue de l'esprit.
La continuité et l'unité ont donc été les maîtres mots de la matinée, des termes repris par Damien Alary, le président du Conseil général du Gard, qui avait été candidat face à Christian Bourquin. Même position pour Robert Navarro, le sénateur de l'Hérault, qui lui se projette déjà en 2014. On les écoute au micro d'Alexandre Grélier. C'est l'unité qu'aurait souhaité le président de la région, Georges Frêche. Et moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est de poursuivre son œuvre, les grands travaux engagés, qu'on aille au bout. Pour les habitants de ce territoire, de cette magnifique région, comme l'a décrit Christian Bourquin. Alors, l'heure n'est pas aujourd'hui à une division, même si j'ai été candidat à la présidence, mais c'est une page tournée pour moi. Je pense que Frêche est un monsieur que l'on ne peut égaler, mais je crois qu'en jouant un collectif comme il le fait, Christian Bourquin sera aussi un très très bon et un très grand président de Languedoc-Roussillon. J'ai entendu ici ou là circuler des rumeurs comme quoi on avait fait élire Christian Bourquin pour 3 ans. Non, moi je prends acte, il sera, et je ferai tout pour qu'il soit notre candidat en 2014 avec tout mon soutien. Et on va rester dans le domaine politique avec notre invité Jean-Louis Roumégas. Déjà un mot peut-être, Jean-Louis Roumégas, sur cette élection et sur la position en matière d'environnement, en matière d'écologie de Christian Bourquin. Il a cité dans son discours, en faisant la description de la région, notamment les parcs régionaux, le parc national. Donc c'est un féru de randonnée, amoureux du Canigou, c'est ce qu'il a affirmé. Vous pensez qu'il y aura là une oreille plus attentive à vos préoccupations ? Écoutez, nous ne siégeons pas à la région, pas plus que le Front de gauche, que le Parti socialiste officiel en principe non plus. Donc nous ne pouvons rien sur cette présidence. Moi, j'ai pas d'opinion a priori sur Christian Bourquin. Simplement, nous verrons les politiques qui seront menées. L'écologie dans la région, ça ne peut pas se limiter au parc, même s'il faut en faire. L'écologie dans la région, c'est d'abord des problèmes de transport. On est traversé par des flots de camions. Il faut résoudre cette problématique des transports en développant le ferroviaire. Donc là-dessus, on va attendre la région, effectivement. Et puis, il y a la question... C'est parti, des chantiers qui ont été évoqués par Christian Bourquin, les contournements des grandes villes. Et puis, le deuxième sujet, c'est aussi l'emploi. Par l'écologie, je crois que par l'écologie, par l'agriculture bio, par la consommation locale qu'il faut relancer, les productions, les AOC, etc. Si Sud de France sert à ça et orienté vers la défense des producteurs locaux et de la qualité locale, on peut créer de l'emploi. Donc nous, on veut recréer de l'emploi par la consommation locale, dans l'alimentation, dans l'énergie, dans les transports. Et on verra ce que fait la région. On fera des propositions, on verra si elles sont suivies aussi. Il y a une actualité à Europe Écologie, c'est que ça y est, vous avez mis fin à vos dissensions entre les Verts et le volet plus gauche, moins vert d'Europe Écologie. Ça y est, tout est à plat. C'était pas des dissensions. Il y avait un rassemblement qui était un rassemblement pour des élections, les européennes, puis les régionales. Ce rassemblement a été un succès. Et après les régionales, s'est posé la question de l'organisation, de la structuration de ce rassemblement. Et c'est fait. Le choix qui a été fait, c'est de créer un mouvement unifié. Donc, nous allons l'acter samedi à Lyon, en compagnie de Daniel Cohn-Bendit, Eva Joly, Cécile Duflot et aussi Nicolas Hulot, qui vient en grand témoin apporter son regard, dire ce qu'il attend de ce mouvement politique. Donc nous créons non seulement ce rassemblement dur, mais il se structure comme un vrai mouvement unifié, mais un mouvement d'un nouveau type, il faut le dire. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas seulement un parti politique classique, mais avec ce parti politique classique aussi un réseau de coopérateurs, de sympathisants, si vous voulez, qui seront des gens qui voudront s'engager, mais pas dans un parti classique, qui ont envie de participer à des campagnes thématiques sur les OGM, sur la qualité de l'alimentation, par exemple, sur les énergies renouvelables, ou pour une campagne donnée, sans vouloir être dans un parti. On essaye de faire une offre politique d'un type un peu différent, qui associe à la fois les partis classiques dont on a besoin pour se présenter aux élections, etc., et en même temps un mouvement pour être vraiment ancré dans la société civile. C'est ça l'idée, et ça s'est passé très bien, puisque les Verts viennent d'accepter à 85% une réforme de leur statut qui permet cette fusion. Ça se passe bien au niveau régional. On sait que dans certains départements, notamment dans le Gard, on est un peu plus réticent à cette ouverture. Ben, de toute façon, elle est faite maintenant, elle est décidée, encore une fois avec un vote écrasant, donc il faudra bien que tout le monde s'y fasse, et je crois qu'il faut dépasser les crispations interpersonnelles. C'est l'intérêt, on a besoin aujourd'hui d'une écologie qui pèse et qui est capable
de se confronter au pouvoir. On prépare 2012. En 2012, il faut une alternative dans laquelle l'écologie pèse. Et pour ça, on avait besoin de ce grand mouvement unifié. Il est créé maintenant. Je crois que les questions de personnes sont secondaires par rapport à cet enjeu-là. Justement, le pouvoir, ça veut dire être élu. Vous souhaitez-vous réintégrer la majorité municipale? Je dis bien réintégrer puisque vous y avez participé longtemps, jusqu'aux dernières élections. Vous souhaitez réintégrer la majorité? Où vous en êtes des négociations avec... Alors d'abord, vous avez raison de rappeler, on a participé à la gestion municipale de façon très active et avec un bon bilan dans le mandat précédent. Et déjà dans des mandats antérieurs, on avait participé aussi. On doit quand même ouvrir l'idée du tramway, même si après c'est Georges Frêche qui l'a réalisé, c'est les Verts qui avaient apporté l'idée, des méthaires, la filière de traitement des déchets, des parcs... L'usine de méthanisation. Oui, qui fait partie de cette filière. Des parcs, le parc Clémenceau, 160 hectares d'espace vert, un schéma directeur. C'est votre bilan. Donc on a un bilan. On va faire simple. Si vous voulez. Et donc on veut... Aujourd'hui, parce que c'est la logique, dans une ville où on pèse plus de 12,5% élection après élection, c'est normal que cette parole écologiste soit entendue, soit représentée et que nous participions à la gestion. Alors nous avons engagé des discussions avec le maire de Montpellier pour la partie municipale depuis cet été. Elle était en cours de finalisation, cette discussion. Aujourd'hui, elle peut se faire dans un cadre élargi, puisque il est question de réélire la présidence de l'agglomération. Et nous disons très clairement, nous sommes prêts à participer et à travailler, à porter la vision écologiste et les dossiers écologistes, y compris dans la gestion de l'agglomération. Et donc, ça veut dire que vous êtes prêt aussi à venir siéger à l'agglomération. Ça voudrait dire pour vous reprendre le siège qui était celui de Georges Frêche. Non, la question ne se pose pas comme ça. Il ne s'agit pas de remplacer une personne. Il s'agit d'avoir un accord global sur la gestion de la ville, de l'agglomération, et ensuite de voir par quels moyens on assure une représentation des Verts pour travailler. Alors, c'est une condition, avoir ce siège à l'agglo? Non, c'est pas. Il s'agit pas. Ça se pose pas d'abord en termes de siège. Je crois que ça se pose d'abord en termes d'accord. De deux types. Un accord entre la ville et l'agglomération. On ne peut plus continuer dans la rivalité de la ville-centre et de l'agglomération parce qu'il y a un gaspillage de moyens, parce que la ville-centre pèse 60% de la démographie de cette agglomération. Il faut une entente. Et je crois que et Jean-Pierre Moore et Hélène Mandroux l'ont compris. Donc je crois qu'ils vont s'entendre là-dessus. Et puis, il faut que pour gérer cette ville et l'agglomération, on le fasse dans un cadre de rassemblement des forces de gauche et écologistes, parce qu'on en a besoin pour préparer 2014, les prochaines municipales, pour préparer aussi 2012. Je crois que le rassemblement s'impose à tous et il s'impose quel que soit le futur président, que ce soit Hélène Mandroux ou Jean-Pierre Moore. On a bien compris. Merci beaucoup, Jean-Louis Roumégas, d'être venu sur ce plateau. On va enchaîner avec d'autres élections. Ce sera pour le 25 novembre jusqu'au 8 décembre prochain. Il s'agit des élections consulaires. Les chefs d'entreprise pourront choisir leurs représentants en chambre de commerce et d'industrie. À Montpellier, deux listes principales sont en lice. Celle menée par Rudy Yovido, le actuel président, le président sortant, et qui représente notamment le MEDEF. Et puis il y a également en face de lui Gabrielle Deloncle. Elle est présidente de la CGPME. Les deux têtes de liste ont débattu sur cette LTV. C'était tout à l'heure. Je vous propose quelques extraits. Si vous étiez élus, maintenant, l'un comme l'autre, quel serait le premier acte fort? Alors peut-être Gabrielle Deloncle pour commencer. L'acte fort, c'est de redonner à la Chambre de commerce sa mission d'être au service des entreprises. Ça, c'est quelque chose qui est complètement phagocyté depuis malheureusement plus de 18 mois. C'est-à-dire qu'un chef d'entreprise doit pouvoir rentrer, avoir un accueil compétent, chaleureux, efficace et pouvoir trouver les réponses dont il a besoin. Le service, le conseil et une organisation lisible, compréhensible, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. J'avais prévu un petit peu ce qu'allait dire Gabrielle Deloncle sur la réorganisation. Elle veut réorganiser les services. Alors écoutez, moi je vais vous montrer, je ne sais pas si vous avez une caméra, voilà, l'organigramme d'avant, d'accord, avant, après, voilà. Donc on peut encore, hein, vous voyez quand même que c'est simplifié. Il y a un côté, c'est la boîte à outils, le pratique, c'est le terrain au quotidien, la proximité. De l'autre, c'est la prospective, les études, et ça, c'est ce qui peut être mutualisable. Donc je pense que Madame Deloncle a dans sa tête cet organigramme. Gabrielle, voilà, je te rassure, tu vois, on l'a changé. Donc tu avais raison. C'est une chambre de commerce apaisée, des comptes assainis, 2008, 1 million d'euros de pertes, 2009, 1 million
d'euros d'excédent et sur le budget 2010, on prévoit 400 000 euros excédentaires. Donc ça, c'est quand même important. Quand on entend effectivement qu'il y a de l'excédent, il y a de l'excédent pourquoi? Parce que les actions ne sont pas faites, c'est tout. S'il y avait eu des actions, automatiquement, ça aurait été engagé. Le problème, c'est que ce qu'on attend, c'est de l'action. Ah, je croyais que vous ne me coupiez pas, cher monsieur. Non, bon, je suis sérieuse, vous inquiétez. Alors là-dessus, vous êtes mal tombé, je pense. Il y a le monde politique, il y a le monde économique. Il est impossible que l'un puisse faire beaucoup de choses et l'autre également, sans être ensemble, parce que l'économie, elle fait partie de cet ensemble, de ces deux représentativités. Elle doit se faire dans un partenariat intelligent et respectueux. Si je me suis engagée en politique sans jamais prendre de carte de parti, c'est-à-dire pas faire de carrière politique, mais faire écouter la voix de l'économie au sein du politique qui prend des décisions qui vont s'appliquer au monde économique. Je ne m'oppose pas aux politiques. Mais je dis que notre indépendance, c'est pas travailler sans les politiques. Bien au contraire, à partir du moment où on a besoin, pour mettre en place des actions des collectivités, des financements des collectivités, c'est-à-dire de toutes les collectivités, on ne peut pas faire partie d'une seule. Et le débat est à voir ou à revoir pour les inconditionnels ce soir à 22h10 et ou minuit. Également demain jeudi à 6h30, il faut se lever tôt, et à midi et demi. Ou encore dimanche à 8h30 ou à 12h45. Pour ceux qui sont plutôt férus d'Internet, ce sera sur cette LTV normalement dans la journée de demain. Je précise qu'un troisième candidat s'est déclaré à la préfecture. Il s'agit de Guy Cohen, bijoutier, président de l'association des commerçants de Saint-Ravy, du quartier Saint-Ravy, c'est à Montpellier. La Fédération des promoteurs constructeurs rendait aujourd'hui son rapport d'activité. En 2010, ses adhérents ont définitivement adopté la norme basse consommation pour toute leur construction. Pour autant, le marché immobilier est encore à Montpellier bien complexe à cerner. On écoute Philippe Ribouet, le président de la Fédération des promoteurs constructeurs, au micro de Jean Brun. Le marché immobilier, il est assez atypique parce qu'à la fois, il fonctionne bien en termes de vente des promoteurs pour les acquéreurs et les investisseurs dans cette région. Et en même temps, il est sous-offreur, c'est-à-dire qu'on n'a pas suffisamment de logements pour accueillir tout le monde et satisfaire les besoins que l'on a sur cette région, qui sont énormes. Je rappelle quand même que le flux migratoire sur cette région est énorme. Montpellier, on annonce 11 nouveaux habitants par jour. Nîmes est la seconde ville qui attire le plus de monde sur cette région, et Perpignan la troisième. Donc on est vraiment sur une ville avec un flux migratoire, enfin sur une région et des villes très attirantes, et en revanche avec une production de logements qui arrive tout juste à satisfaire les besoins actuels de logement de ces villes-là. Qu'est-ce qu'on fait du parc Equisud a ouvert ses portes aujourd'hui au Parc Expo de Montpellier, à l'Arena. Au programme pour les 5 jours à venir, un concours de saut amateur, des concours de saut amateur, du horseball, ou encore des démonstrations d'équitation western. Mais le cheval, c'est aussi un marché. Comment ce dernier se porte? Élément de réponse avec Jessica Péris. Ils viennent des 4 coins de la France. Ces chevaux destinés à la vente ont été triés sur le volet. Et dans la course au profit, les éleveurs misent beaucoup sur Equisud, où l'opération séduction ne fait que commencer. En effet, les acheteurs potentiels sont encore peu nombreux, mais bien décidés. Quand vous cherchez un cheval, en tant que particulier, il faut surtout garder la tête froide, si vous voulez, et puis ça dépend ce que vous voulez en faire. Ça dépend si vous voulez trouver le cheval de vos rêves et avoir un coup de foudre, ou un cheval pour faire de la compétition. Donc il y a des points de force, des qualités, donc des aptitudes à sauter, à se déplacer, voilà. Donc il y a le coup de cœur, mais il y a aussi la raison. Cette prudence, certains éleveurs l'ont bien senti, car depuis la crise, les acheteurs sont devenus moins généreux et malgré l'image luxueuse rattachée au cheval, les prix ont bien baissé. Je pense que le cheval a toujours une connotation un peu de luxe. Et voilà, on investit peut-être d'abord dans autre chose, où on veut toujours avoir des chevaux, mais on pense qu'on peut les avoir moins chers actuellement. Ce qui n'est pas tout à fait faux, malheureusement. Il y a aussi quelques personnes qui, par souci économique, ont été obligées de vendre des chevaux à des prix qu'ils n'auraient certainement pas appliqués à d'autres moments. Le commerce du cheval serait-il alors en crise? Ce n'est pas l'avis de tout le monde. Cette année, la Fédération française enregistre une augmentation de 8% du nombre de licenciés
Et visiblement, une partie d'entre eux vient faire son marché à Equisud. C'est non seulement un marché porteur pour les Héroltins, comme vous le dites, mais je vais plus loin parce que l'avantage, c'est qu'ici à Montpellier, on voit des Espagnols monter, on voit des gens qui viennent de Toulouse, on voit des gens qui viennent d'Aix-en-Provence. Donc ça draine effectivement le sud de la France. C'est un carrefour qui est très important et qui nous permet effectivement d'avoir une clientèle très élargie. Et dans ce panel d'acheteurs figurent de plus en plus de jeunes filles passionnées de poney. Et apparemment, certains parents sont prêts à y mettre le prix. Et Equisud, c'est jusqu'à dimanche. À ne pas rater, la première édition du Labo artistique organisée à Montpellier aura couronné 3 artistes amateurs parrainés par Général Alcazar. Ils se produiront tous ensemble. Là, on voit des images enregistrées sur le plateau de cette LTV. Ils se produiront donc, ces lauréats, tous ensemble le 17 novembre. Ce sera à l'Antirouille. On écoute au micro de Jean Brun le parrain. C'est à vous, mon général. Ce que je retiens de ce premier labo artistique, en fait, c'est comme on dit, le foisonnement de tous ces talents qu'il y a dans la région, en tout cas, parce qu'on a reçu pas mal, plus d'une centaine en fait, de projets musicaux. Sur cette centaine, il a fallu en choisir 4 ou 5. Donc ce que je retiens, c'est cette richesse-là déjà, et ça m'a permis de prendre un peu le pouls des diverses inspirations musicales à droite à gauche. Ce que je retiens aussi, c'est l'enthousiasme d'une part des gens qui s'occupent de la Maison pour tous, entre autres à Léo-Lagrange, puisque le labo a eu lieu là-bas, et de constater une adéquation totale entre justement cette équipe de la Maison pour tous, avec toute cette jeunesse musicale qui a déboulé. Et puis, ce qui est génial surtout, c'est d'avoir, en tout cas, en ce qui me concerne, d'avoir pu participer à l'élaboration d'un outil de travail, on va dire, plus spécifiquement pour la musique. Parce que moi qui suis à Montpellier depuis quelque temps, j'ai connu Montpellier où pour répéter, il fallait se terrer dans une cave humide et pour faire quelques concerts, aller frapper à la porte des églises. Donc tout ce qui peut participer à l'amélioration des conditions d'existence de la culture musicale, Général Alcazar est pour. Général Alcazar est pour. Super, mon général. Et le prochain parrain, ce sera Spi. C'est l'ancien chanteur des OTH pour les anciens Montpelliérains. Ils savent forcément qui c'est. Sport maintenant. Jean-Louis Romega, ça hochait la tête. Spi, ça vous parle? Oui. Ça cassait un peu les oreilles OTH. Hein. Ah, j'aimais bien, moi. C'était bien, mais attention les oreilles. Sport maintenant, de la Coupe de la Ligue au programme pour les handballeurs, également pour les footballeurs montpelliérains. J'en ai parlé tout à l'heure, on va essayer de vous donner le score avancé. Demi-finale pour le MHB. Ils s'entraînent toujours en tapant le ballon avec les pieds, les handballeurs, c'est amusant. Le MHB, à 20h30 ce soir, affronte Dunkerque. C'est le match aller des demi-finales de Coupe de la Ligue. On va écouter Patrice Canaillé au micro de Jean Brun avant le départ pour Dunkerque. Cette demi-finale, c'est quelque chose de paradoxal parce que c'est important toujours une demi-finale parce qu'on est maintenant à 3 matchs éventuellement d'un titre. Maintenant, on est aussi coincé entre le championnat et la Ligue des Champions. Donc la Coupe de la Ligue n'est pas forcément la compétition prioritaire, mais on veut vraiment essayer de faire un très bon résultat pour se qualifier pour cette finale, tout en faisant attention de ménager aussi certains organismes parce qu'on joue beaucoup de matchs. Donc voilà, il y a ce double enjeu, réussir à se qualifier, mais aussi bien gérer notre effectif. Le match retour, ce sera à Bougnols, ce sera dimanche à 16h30. Voilà, pour aller supporter le MHB. Et puis ça se passe plutôt bien, donc je vous le disais, pour l'instant à la Mosson, avec 1-0. Hazan Kabzé a marqué en première mi-temps. Il faudra tenir jusqu'au bout face aux Lillois. Pas de journal demain en direct, désolé, compliqué pour nous d'organiser avec les jours fériés. Il y aura bien Sortie Plein Sud, l'émission avec Julien Lamoussière. On se retrouve pour les infos en direct, ce sera vendredi à 12h30 le flash. Et puis le journal bien sûr à 19h30. Merci encore de votre fidélité, à très bientôt sur cette LTV. Très bonne soirée à tous.